Des maths à Degemermat, mes chers auditeurs, je suis le Marweiler, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle discussion, un nouveau commentaire, puisque nous allons parler de neutralité. En effet, la neutralité dans les relations internationales est un point fort du programme du Parti national breton, et il est important de comprendre de quoi il retourne. Avant toute chose, il est important de clarifier un point essentiel. L'idée de neutralité dans les relations internationales ne signifie pas s'enfermer dans un dôme de verre et faire absolument et totalement cavalier seul. C'est-à-dire s'imaginer que pour une raison ou pour une autre, on pourrait, dans les relations internationales, exister sans avoir ni amis ni ennemis. Et bien entendu, cette conception de la neutralité est totalement absurde et ce n'est absolument pas celle que le parti défend. Bien au contraire, le parti ne souhaite en aucun cas que la Bretagne, une fois devenue indépendante, s'isole sur le plan international. Bien au contraire. Ce serait parfaitement absurde. D'ailleurs, on le voit dans l'histoire et l'évolution du monde entier. À l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul pays au monde qui soit totalement isolé sur la scène internationale. Ce pays, c'est la Corée du Nord. Et encore, puisque même eux maintiennent des liens avec la Chine, notamment, et par le passé, avant sa chute, avec l'URSS. Donc la conception d'un État totalement isolé est irréalisable, et ce n'est de toute façon pas notre objectif. Bien au contraire, la Bretagne, notre nation, escompte, une fois indépendante, avoir des amis. Et ces amis naturels seront ceux qui seront les plus proches de la Bretagne culturellement, mais aussi ceux qui auront soutenu l'indépendance bretonne. Imaginons que demain la Norvège soutienne moralement et financièrement l'indépendance de la Bretagne, et bien lorsque la Bretagne sera indépendante, elle sera amie de la Norvège. Et c'est normal. Idem si nous recevons un appui du Maroc, de l'Allemagne, de l'Irlande, du Brésil, ou que sais-je encore. Ensuite, bien sûr, nous aurons pour amis les pays auxquels nous serons liés, donc soit par des liens commerciaux, par une affinité naturelle, par une proximité culturelle, etc. Ces amitiés n'entachent en rien le principe de neutralité. Bien au contraire, nous voulons favoriser au maximum les principes des accords bilatéraux avec les États qui voudront commercer, échanger, avoir des liens politiques avec la Bretagne. À titre personnel, à l'heure actuelle, je nous verrai amis avec le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande, bref, les autres nations celtiques, mais également l'Islande, le Portugal, le Québec et les Philippines. Alors bien entendu, cette liste que je propose n'est pas exhaustive. N'hésitez pas par ailleurs à proposer des idées en commentaire de pays avec lesquels notre nation pourrait être amie dans le futur. Dans ce cas, quel est notre modèle de neutralité, me direz-vous? Eh bien, dans un premier temps, ce que nous pouvons et devons considérer, c'est la neutralité, comme nous le disions tout à l'heure, par rapport aux grands blocs internationaux. En particulier, à l'heure actuelle, le bloc dit américain et le bloc dit chinois. Il s'agit notamment de ne pas nous faire entraîner dans des guerres ou dans des logiques martiales, comme à l'heure actuelle, Emmanuel Macron essaye de le faire vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, afin de nous prémunir de la catastrophe d'une guerre qui serait, pour un pays aussi petit que le nôtre, particulièrement grave et particulièrement destructrice. De l'autre côté, vouloir la neutralité ne signifie pas sombrer dans un angélisme béat qui nous porte à croire que, de toute éternité, nos voisins nous laisseront tranquilles. En fait, et je vais là prendre pour exemple un pays que j'aime beaucoup prendre pour exemple, la Suisse d'avant 1997, qui n'était pas adhérente à l'ONU, qui préservait véritablement sa neutralité, mais qui ne le faisait pas sur une base de « on s'enferme dans une bulle et on ignore tout ce qui se passe à l'extérieur ».
et surtout qui était prête à défendre de manière extrêmement farouche sa dite neutralité. Pour la petite histoire, il faut savoir que jusqu'à récemment, tous les cols qui permettaient l'accès à la Suisse, parce qu'il faut savoir que la Suisse était un pays très enclavé, un pays montagneux, donc tous les cols qui permettaient l'accès à la Suisse étaient minés avec des explosifs, et que les Suisses étaient tellement vénères, si j'ose dire, tellement prêts à défendre leur neutralité, que si jamais quelqu'un venait les embêter de près ou de loin, risquer une invasion, ils faisaient tout péter et ils s'isolaient du reste du monde. On pense aussi à ces Suisses répondant fièrement aux Allemands au début de la Première Guerre mondiale, ces Allemands qui leur disent « Mais que feront vos 100 000 citoyens soldats face aux nos 200 000 soldats professionnels si on décide de passer par la Suisse ?» Et les Suisses qui répondent « Eh bien, nos citoyens soldats tireront chacun 2 coups de fusil et rentreront chez eux. » Ces anecdotes illustrent très bien la détermination suisse à défendre sa neutralité, et cette détermination, donc, couplée au fait que, il faut le reconnaître, les banques suisses étaient quand même particulièrement utiles du fait qu'elles se trouvent dans un pays neutre, explique pourquoi pratiquement plus personne n'a cherché à envahir la Suisse depuis plusieurs siècles. Et cette détermination, en tant que futur État neutre sur la scène internationale, est quelque chose dont nous devons nous inspirer. Et également, en parallèle, nous devons réfléchir à ce que nous avons à apporter au monde. Revenons à présent sur les grands blocs internationaux. Aujourd'hui, pour nous, les blocs à considérer sont basiquement l'OTAN, l'Union européenne et les BRICS, pour faire court. Dans l'état actuel, une adhésion à l'Union européenne, en particulier sous sa forme actuelle, paraît d'une part non nécessaire et d'autre part fortement compromise. Non nécessaire car, on le rappellera encore une fois, il y a plusieurs pays en Europe, on pense notamment à la Norvège et à la Suisse, qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et économiquement, nous n'avons pas réellement de raison ni d'intérêt à l'être. En effet, la Bretagne est un pays aux capacités économiques énormes, et il faut savoir que c'est le rançonnage systématique de l'occupant français, ainsi que l'absence d'investissement étatique dans le développement du pays, excepté à Nantes notamment pour des raisons de traite transatlantique, qui ont mis la Bretagne dans la situation de grande pauvreté dans laquelle elle se trouvait au XIXe siècle. Je le rappellerai encore, mais avant l'invasion française, notre pays était riche, très riche. Et il fonctionnait avec un État dans lequel les Bretons payaient 10 fois moins d'impôts que les Français à leur état respectif. Donc notre appauvrissement ne peut s'expliquer que par la gabegie française. De plus, nous n'avons absolument pas l'intention d'abdiquer notre souveraineté nationale alors même que nous viendrions de la reconquérir. Ça ne ferait absolument aucun sens. Et enfin, un autre argument pour les plus à gauche d'entre vous qui m'écoutez, mais il faut savoir que l'Union européenne trouve son origine chez d'anciens nazis, eux-mêmes inspirés par les doctrines pangermanistes de la première partie du XXe siècle. Donc, nous disons non à l'Union européenne. De manière assez intéressante, et comme l'évoque Pierre Hillard, le fédéralisme européen trouve d'ailleurs ses racines dans ce même pangermanisme, et c'est pour cela, à mon avis, que le fédéralisme européen, et en particulier le fédéralisme des régions, est une impasse. Maintenant, quid de l'OTAN ? Alors il est important que l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une organisation militaire, donc c'est un traité d'alliance et de défense mutuelle qui n'est en fait rien d'autre que la concrétisation de l'empire américain en Europe particulièrement, et dont les membres sont ceux qui sont, à l'heure actuelle, vassalisés de près ou de loin par les États-Unis. Il faut rappeler que c'est pour cette raison que Charles de Gaulle, qu'on peut ou ne pas aimer, avait refusé que la France entre dans l'OTAN, notamment. De même, la Suisse ne l'a intégré qu'en 1997, c'est-à-dire extrêmement tardivement. Et nous disons n'avoir aucun intérêt à entrer dans ce pacte, parce qu'il représente tout simplement une forme de vassalisation aux Américains, en fait une vassalisation à un des grands blocs dont nous cherchons, justement par notre politique de neutralité, à nous détacher. De plus, on le sait aujourd'hui, l'OTAN est fauteur de guerre, puisque s'il y a depuis 2 ans maintenant une invasion en Ukraine
par la Russie, le responsable, indirectement, le premier responsable en est indirectement l'OTAN qui a poussé pour que l'Ukraine intègre l'Union européenne et l'OTAN contre les vœux de la Russie qui voulait en faire un État tampon. De plus, on se rappelle que l'OTAN est une organisation qui a, comme on dirait en anglais, outlived its usefulness, c'est-à-dire dépassé son utilité, puisque il avait été créé spécifiquement dans le cadre de la guerre froide pour combattre le bloc communiste, et celui-ci s'étant, aux dernières nouvelles, effondré, même s'il en reste encore des rémanences hideuses dans beaucoup de pays d'Europe, et en particulier d'Europe de l'Ouest, l'OTAN est, de manière incompréhensible, toujours là. Donc, de manière assez évidente, nous disons également non à l'OTAN. De l'autre côté, certains voudraient nous parler des BRICS. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, me direz-vous? Eh bien, il s'agit d'une organisation, d'un groupe qui est constitué à l'heure actuelle de 9 pays, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran, qui se réunissent en sommet annuel pour former ce qu'on pourrait qualifier de groupe de coopération commerciale et financier, et très clairement aussi géostratégique, dont le but semble être clairement, à terme, de contrebalancer l'hégémonie américaine. On constate que ce groupe, ce bloc est constitué de pays très divers, et que cela ne va pas aller en changeant, si j'ose dire, puisque à l'heure actuelle, il y a également le Mexique, la Corée du Sud et la Turquie qui considèrent une adhésion, mais aussi l'Algérie et l'Indonésie, ou encore le Koweït, le Nigeria, la Serbie, le Sénégal, la Thaïlande, le Venezuela, etc. La liste est longue et comme vous voyez, il s'agit de pays qui viennent un peu tous les coins du monde, si j'ose dire. Donc c'est très intéressant puisqu'il s'agit véritablement d'un bloc qui s'est doté en 2014 d'une institution financière nouvelle, d'une nouvelle banque de développement, également équipé d'un fonds de réserve, cela notamment afin de contrebalancer l'hégémonie bancaire américaine. Et cette banque se pose donc auprès des pays dits émergents comme alternative au FMI, Fonds monétaire international, auprès des pays émergents avec une grande efficacité puisque contrairement au Fonds monétaire international ou FMI, eh bien la NBD ne prétend pas, pour prix de ses prêts, imposer des réformes structurelles et réaliser dans les pays en question une ingérence politique qualifiable d'intolérable. Alors, rejoindre les BRICS, dans la mesure où il reste une confédération financière et rien d'autre, pourquoi pas? Du point de vue d'une politique de neutralité, cette intégration aurait l'avantage d'être non contraignante sur le plan politique et d'être intéressante d'un point de vue financier en permettant justement de contrebalancer l'hégémonie américaine qui, elle, a le défaut d'être justement politiquement contraignante. Une autre possibilité serait effectivement de rester en dehors de tout ça et de profiter de notre situation de pivot sur la pointe ouest de l'Europe occidentale et au carrefour de toutes les routes commerciales de l'Europe de l'Ouest pour devenir à la fois une puissance agricole, ce que nous sommes déjà, mais aussi un carrefour commercial, une plateforme d'échange où pourraient se rencontrer pour échanger via notre intermédiaire tous les pays du monde, y compris des pays dits antagonistes. Par ce biais-là, la Bretagne pourrait même devenir facteur de paix dans le monde. En tout cas, moi, c'est véritablement ce que je souhaite en fait. C'est que notre pays devienne un facteur de stabilité non seulement pour nous-mêmes, mais aussi potentiellement pour toutes les nations du monde, en tout cas qui seront de bonne volonté. Alors vous me direz que c'est une idée utopique, et franchement je suis d'accord avec vous, mais je crois qu'au final, c'est une posture vers laquelle doit viser tout chef d'État, ni tout à fait utopiste, ni tout à fait réaliste. Une petite touche d'espérance pour pouvoir avancer et continuer, et encourager le développement de la vertu dans le peuple dont on a la charge, mais aussi une forte dose de réalisme qui consiste à faire purement et simplement avec les moyens du bord, et donc à accepter quelquefois des compromis souvent déplaisants, mais tout cela toujours en vue du bien de la nation et du peuple dont on a la charge. Voilà au final ce qu'on pourrait dire sur la neutralité, la vraie.
voyez que la neutralité, ce n'est pas effectivement s'enfermer dans un dôme de verre. Ce n'est pas non plus être angéliste et s'imaginer que si on n'interagit pas avec les grandes puissances, eh bien tout se passera bien. Non, justement, bien au contraire. La neutralité, la véritable, elle se double de réalisme, elle se double de réel politique. En fait, ça rejoint, et je vais conclure là-dessus, le comportement historique de la Bretagne, particulièrement au XIVe et XVe siècle. On se rappelle de la désastreuse guerre de Cent Ans, où la Bretagne se retrouve coincée entre deux blocs antagonistes, l'Angleterre et la France. Eh bien, la Bretagne a joué la neutralité, mais elle n'en est pas restée, pour autant, stupide et passive. Elle a signé des traités avec les Français, avec les Anglais, elle a assisté les uns et les autres dans leur campagne militaire en fonction de ses intérêts, elle a exporté ses mercenaires, etc. Ce n'était pas de la neutralité passive en fait, c'était vraiment de la neutralité active, de la réelle politique. C'est cette Bretagne-là qui a aussi bien participé aux côtés des Français à la campagne d'Azincourt que signer le traité de Troyes en 1429 qui plaçait la France sous union personnelle anglaise. Et tout cela en réaffirmant sa neutralité dans la guerre de Cent Ans, tout en suivant le fil de ses intérêts. Et c'est à nous, en fait, de les prendre maintenant pour exemple. La Bretagne historique, la Suisse, tous ces pays neutres, historiquement, nous montrent que la neutralité n'est pas impossible et qu'elle n'est pas stupide. Et même pour pouvoir naviguer entre toutes ces grandes puissances qui s'affrontent et qui sont antagonistes les unes envers les autres, ce sera probablement même une condition sine qua non pour pouvoir faire renaître une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Braise, Braise à Tao.